Si je vous disais que pendant 15 ans j'ai dormi sous le même toit qu'un cadavre sans jamais le savoir, me croiriez-vous? Si je vous disais que j'ai nettoyé cette maison tous les jours, que j'ai passé la serpillière sur ce sol, que j'ai ciré ce bois, et que tout ce temps quelque chose pourrissait juste sous mes pieds, pourriez-vous imaginer ce que cela m'a fait? Eh bien, mon cher, c'est mon histoire. Et quand vous découvrirez ce qui se passait réellement dans ce manoir, qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées, vous ne regarderez plus jamais une famille riche de la même façon. Bonjour, je m'appelle Bernadette, j'ai 69 ans et je vis ici à Brazzaville. Avant de commencer à raconter cette histoire que j'ai gardée si longtemps coincée dans ma gorge, je voudrais vous demander une chose. Laissez un petit pouce en bas et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'aide à continuer à partager ces souvenirs qui me tiennent encore éveillée la nuit. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. J'adore savoir que ma voix atteint tant d'endroits différents. Je suis née en 1956, dans une petite ville de la République du Congo appelée Pointe-Noire. À cette époque, la ville était encore plus petite qu'aujourd'hui, avec des rues de terre battue, des maisons simples, la vie tournant autour de l'église et du marché du dimanche. Ma famille était pauvre, du genre de pauvres qui parfois n'avaient rien à manger pour le dîner. Mon père, Florent, travaillait dans les champs des autres, journalier, gagnant une misère. Ma mère, Herminie, lavait le linge, repassait, nettoyait les maisons, faisait tout ce qui se présentait pour aider aux dépenses. Nous étions 6 frères et sœurs au total. J'étais la 2e plus âgée, puis venaient Odette, Espérance, Judith, Innocent et enfin Cécile. Nous habitions une case en pisé, 3 minuscules pièces où nous étions tous entassés. Le sol était en terre battue, on balayait tous les jours, mais on restait quand même poussiéreux. Le toit en tôle ondulée vieilli fuyait à au moins 5 endroits différents quand il pleuvait, on mettait des seaux, des casseroles, des bassines, des boîtes, tout ce qu'on avait pour recueillir l'eau. La nuit, on pouvait entendre les rats courir dans le plafond, ce bruit qui nous tenait éveillés, effrayés. Le fourneau était à bois. Il se trouvait là dans le coin de la cuisine, noir de fumée. Ma mère se levait à 4 heures du matin pour allumer le feu, faire du café pour mon père, avant qu'il ne parte au travail. L'odeur de fumée imprégnait tout, nos vêtements, nos cheveux, notre peau. Aujourd'hui encore, quand je sens l'odeur du bois qui brûle, je retourne dans cette cuisine sombre, dans ces matins froids où mon ventre grondait de faim. Je n'ai étudié que jusqu'au CE2. Non pas parce que je n'aimais pas étudier, au contraire, j'adorais ça. Mais ma mère avait besoin d'aide à la maison, et comme j'étais l'aînée des filles, c'est moi qui suis restée. À 8 ans, je savais déjà laver le linge au bassin, frotter jusqu'à ce que mes doigts soient ridés et douloureux. Je savais cuisiner, du riz, des haricots, un œuf frit quand il y en avait, du manioc quand il n'y avait plus rien d'autre. Je savais m'occuper des plus jeunes, changer les couches en tissu, donner le bain, faire dormir. Mon enfance, c'était ça. Le travail, la responsabilité, cette sensation constante que ce n'était jamais assez, qu'il manquait toujours quelque chose. Nous n'avions pas de jouets. Nous jouions avec ce qu'on trouvait dans la cour, des pierres, des bâtons, des poupées en épis de maïs. Les vêtements passaient des plus âgés aux plus jeunes, rapiécés, reprisés, avec ces raccommodages visibles qui dénonçaient notre pauvreté. Quand j'ai eu 12 ans, ma mère m'a trouvé mon premier emploi. C'était dans une maison familiale la même à Pointe-Noire, la maison de Madame Guillaumard, qui était mariée au propriétaire de la pharmacie de la ville. Ils avaient une belle maison, en briques, avec un sol en ciment lissé, 3 chambres, une salle de bain à l'intérieur, un luxe que nous ne connaissions pas. J'y allais tous les jours, du lundi au samedi, de 7 heures du matin à 5 heures de l'après-midi. Je nettoyais la maison, je lavais le linge, je repassais, j'aidais à la cuisine. Je gagnais une misère, mais c'était de l'argent, ça aidait à la maison. Madame Guillaumard n'était pas méchante, mais elle n'était pas gentille non plus. Elle nous traitait avec cette indifférence que les riches ont envers les pauvres, vous savez? On était là, on faisait le travail, mais c'était comme si on était invisible. Elle ne demandait jamais si j'avais mangé, si j'avais faim, si j'avais besoin de quelque chose. Elle me laissait une assiette de nourriture pour le déjeuner, toujours les restes de la veille, et c'était tout. Aucun bonjour affectueux, aucun merci sincère, aucune reconnaissance. J'ai travaillé là pendant 3 ans. Entre-temps,
J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à nettoyer comme les riches aiment, chaque coin brillant, chaque objet à sa place exacte. J'ai appris à repasser à la perfection, ces chemises amidonnées de Monsieur Urbain, les robes à volants de Madame Guillaumard. J'ai appris à me taire quand j'entendais des choses que je ne devais pas entendre, à baisser la tête quand je recevais une réprimande injuste, à ravaler ma colère quand j'étais traitée avec mépris. À 15 ans, je suis partie de là. Madame Guillaumard a dit qu'elle n'avait plus besoin de mes services, qu'elle allait embaucher quelqu'un avec plus d'expérience. Je suis restée sans comprendre, j'ai pensé que j'avais fait quelque chose de mal. Mais ma mère m'a expliqué plus tard que c'était comme ça, que les patrons riches n'avaient pas de loyauté envers les employés, qu'on était jetable. C'est une leçon que je n'ai jamais oubliée. J'ai trouvé un autre emploi peu après, chez Monsieur Pascal et Madame Isabelle. Ils étaient propriétaires d'un magasin de tissus au centre-ville. La maison était plus grande que la précédente, plus luxueuse, avec des meubles en bois verni, des rideaux en dentelle, un sol en parquet. Le travail était plus dur aussi, car Madame Isabelle était exigeante, de ce genre de femme qui passe le doigt sur les meubles à la recherche de poussière, qui examine le linge repassé à la recherche de la moindre marque. C'est dans cette maison que j'ai vraiment appris ce qu'était être femme de ménage. J'ai appris qu'on n'a pas de droits, seulement des devoirs. Qu'on peut travailler 12, 13 heures par jour et encore entendre qu'on n'a pas bien fait. Qu'on peut être malade, avoir de la fièvre, avoir mal, mais qu'il faut travailler quand même parce que le service ne peut pas s'arrêter. Qu'il faut supporter l'humiliation, l'affront, l'injustice et encore sourire et dire merci. J'y ai travaillé jusqu'à mes 18 ans. À cette époque, j'avais déjà vu beaucoup de choses, j'avais déjà entendu beaucoup de choses, j'avais déjà appris que le monde n'est pas juste, que la vie n'est pas facile, que pauvre on naît et pauvre on meurt. Mais j'avais encore de l'espoir, vous savez, je croyais encore que ça pouvait être différent, que je pouvais avoir une vie meilleure. C'est alors que j'ai rencontré Sébastien. Il avait 22 ans, travaillait comme aide dans un garage mécanique à Brazzaville. Il était venu passer le week-end à Pointe-Noire, rendre visite à des parents. Nous nous sommes rencontrés à la messe du dimanche, il me regardait, j'ai fait semblant de ne pas voir, mais je voyais bien. Après la messe, il est venu me parler, s'est présenté, m'a invité à faire un tour sur la petite place. C'était un beau garçon, grand, à la peau foncée, avec ce large sourire qui m'a toute troublée. Nous avons parlé tout l'après-midi, assis sur ce banc, sous le grand arbre au centre de la place. Il m'a raconté sa vie à Brazzaville, son travail au garage, ses rêves d'avoir un jour son propre garage. Je lui ai aussi parlé de ma vie, de mon travail de femme de ménage, de ma grande famille, de la pauvreté dans laquelle nous vivions. Il est revenu le week-end suivant juste pour me voir. Et le suivant. Et encore le suivant. Ça a duré 3 mois comme ça, lui venant chaque week-end de Brazzaville à Pointe-Noire, juste pour passer quelques heures avec moi. J'étais amoureuse, de cette façon idiote dont on l'est quand on est jeune et qu'on pense que l'amour résout tout. Il me demandait en mariage chaque week-end, disant qu'il voulait m'emmener à Brazzaville, que la vie y était meilleure, qu'il y avait plus d'opportunités de travail, qu'on allait réussir à construire une vie ensemble. J'ai accepté à la 4e demande. Ma mère a pleuré, a dit que j'étais trop jeune, que je connaissais à peine ce garçon, que Brazzaville était très loin. Mais mon père a donné sa bénédiction, a dit que c'était ma chance d'avoir une vie meilleure, qu'à Pointe-Noire, il n'y avait pas d'avenir pour moi. Nous nous sommes mariés lors d'une simple cérémonie dans la petite église du quartier, avec une petite fête chez mes parents. J'ai porté une robe blanche que ma mère avait cousue, simple mais jolie. Il y avait seulement une 15aine d'invités, la famille proche et quelques amis. Le lendemain, j'ai pris un bus avec Sébastien en direction de Brazzaville. J'emportais une petite valise avec mes quelques vêtements, un chapelet que ma mère m'avait donné, une photo de famille. J'ai regardé par la fenêtre du bus en voyant Pointe-Noire s'éloigner, cette petite ville qui était tout ce que je connaissais, et j'ai senti un serrement au cœur. Je quittais ma famille, ma terre, tout ce qui m'était familier. Mais j'allais aussi à la recherche de quelque chose de mieux, d'une nouvelle vie. Brazzaville en 1974 était une ville en pleine croissance. Il y avait beaucoup plus de monde qu'à Pointe-Noire, de grands bâtiments, des rues goudronnées, des voitures, des bus, toute cette agitation qui m'a un peu étourdie au début.
Nous sommes allés habiter dans une petite chambre louée dans un quartier populaire. Une seule pièce qui servait de chambre, de salon et de cuisine, avec une salle de bain partagée au bout du couloir. Le matelas était posé par terre, nous cuisinions sur un réchaud, rangions nos vêtements dans une caisse en bois. C'était petit, c'était simple, mais c'était à nous. Je nettoyais cette petite chambre tous les jours jusqu'à la faire briller. Je lavais nos quelques vêtements avec dévouement. Je faisais à manger avec le peu que nous avions. Sébastien partait tôt pour le garage et ne revenait que le soir, fatigué, les mains sales de graisse. Son salaire suffisait à peine pour le loyer et la nourriture de base, mais nous étions heureux, nous étions ensemble. Un mois après mon arrivée à Brazzaville, j'ai commencé à chercher du travail. Je sortais tous les jours, frappée de porte en porte, offrant mes services comme femme de ménage, journalière, femme de ménage, tout ce qui se présentait. Brazzaville était grande, il y avait beaucoup de maisons de gens riches, et j'espérais trouver un bon emploi, un bon salaire. Il a fallu presque 2 semaines pour y parvenir. Une dame m'a recommandé pour travailler chez Madame Créeuse, qui habitait dans un meilleur quartier, dans une grande maison à étages. Je suis allée pour l'entretien un lundi matin, tout arrangé avec ma meilleure tenue, qui était quand même simple, vieille. Madame Créeuse était une femme d'une 50aine d'années, un peu grassouillette, les cheveux teints en blond, l'allure un peu sèche. Elle m'a posé un tas de questions, a examiné mes mains, mes vêtements, comme si elle achetait une marchandise. Elle m'a engagée pour travailler 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi, de 7h à 5h. Le paiement était à la journée travaillée, une somme qui aujourd'hui semble une blague, mais qui à l'époque aidait. J'ai commencé le mercredi suivant. La maison était grande, avait 3 chambres, 2 salles de bain, un grand salon, une cuisine spacieuse. Le travail était dur, Madame Créeuse était exigeante, mais j'étais habituée. Je faisais tout avec soin, je voulais garder cet emploi. J'y ai travaillé pendant 1 an. Entre-temps, j'ai trouvé 2 autres maisons, une le mardi et l'autre le jeudi. Je travaillais 5 jours par semaine, dans 3 maisons différentes, rentrant chez moi, morte de fatigue, mais heureuse parce que l'argent rentrait. Nous avons pu louer un meilleur endroit, une chambre et une cuisine séparées, avec notre propre salle de bain. Nous avons pu acheter quelques meubles, un vrai lit, une cuisinière à 2 feux, une petite table, 2 chaises. C'est à cette époque que j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai été terrifiée, heureuse, confuse, tout à la fois. Nous avions à peine assez d'argent pour nous deux, comment allions-nous élever un enfant? Mais Sébastien était radieux, il a dit que c'était une bénédiction de Dieu, qu'on allait se débrouiller, qu'il allait travailler plus, faire des heures supplémentaires, tout ce qu'il faudrait. Aimé est né en janvier 1976. Ce fut un accouchement difficile, long, douloureux. Mais quand ils ont mis cette petite chose dans mes bras, j'ai tout oublié. C'était une jolie petite fille, toute ridée, avec beaucoup de cheveux noirs. J'ai regardé cette petite créature et j'ai promis que je ferais tout, vraiment tout, pour lui donner une vie meilleure. J'ai repris le travail quand Aimé avait 2 mois. Je n'avais pas le choix, nous avions besoin de l'argent. Je la laissais avec une voisine pendant la journée. Je payais une misère à cette femme pour qu'elle s'en occupe. Je partais de la maison à l'aube le cœur serré. Je revenais le soir épuisé. J'allaitais la petite, je m'occupais d'elle, je nettoyais la maison, je faisais à manger, tout ça dans les quelques heures que j'avais de libre. Les années ont passé ainsi. Je travaillais du lundi au samedi, parfois même le dimanche quand un extra se présentait. Aimée grandissait, devenant une petite fille intelligente, bavarde, curieuse. Nous restions pauvres, mais nous arrivions à nous en sortir. Sébastien avait obtenu une augmentation au garage, j'avais trouvé une autre maison où travailler. La vie était dure, mais ça avançait. C'est en 1982 que tout a changé. J'avais 26 ans, Aimé en avait 6. Une des patronnes pour qui je travaillais, Madame Céline, m'a dit qu'elle connaissait une famille qui avait besoin d'une employée de maison mensuelle, quelqu'un pour travailler tous les jours, avec un contrat de travail, un salaire fixe, tous les droits. Elle a dit qu'il payait bien, que c'était une famille riche, qui habitait dans un manoir dans un quartier chic. J'ai été intéressée tout de suite. Un contrat de travail était chose rare à cette époque pour une femme de ménage. La plupart des patronnes payaient sous la table, sans aucune garantie, sans aucun droit.
Avoir un contrat signifiait la sécurité, signifiait que s'il arrivait quelque chose, j'avais où me tourner, j'avais des droits garantis. Madame Céline m'a donné l'adresse, le téléphone, m'a dit d'appeler et de prendre rendez-vous pour un entretien. J'ai appelé le lendemain, d'une cabine téléphonique, le cœur battant fort. C'est une femme à la voix douce, éduquée, qui a répondu. Elle a dit qu'elle était Madame Marie-Claire, la maîtresse de maison. J'ai pris rendez-vous pour le jeudi suivant, tôt le matin. J'ai passé les jours précédents nerveuse, anxieuse. Je voulais vraiment cet emploi, cette chance d'améliorer ma vie. J'ai emprunté à une voisine une meilleure robe, plus présentable. J'ai lavé mes cheveux avec le shampoing cher que j'avais gardé pour les occasions spéciales. Le jour de l'entretien, je me suis levée encore plus tôt. Je me suis préparée avec le plus grand soin. L'adresse que Madame Céline m'avait donnée se trouvait à Plateau, l'un des quartiers les plus riches de Brazzaville. J'ai pris 2 bus pour y arriver, plus d'1 heure de voyage. Quand je suis descendue dans la rue, j'ai été impressionnée. C'était une large rue, très arborée, silencieuse, avec d'énormes maisons des 2 côtés, des murs hauts, des portails en fer avec ces beaux détails travaillés. J'ai cherché le numéro que Madame Céline m'avait donné. Quand je l'ai trouvé, je me suis arrêtée devant le portail et je suis restée là à regarder. Mon Dieu, ce n'était pas une maison, c'était un palais. Une grande maison à étages, peinte en beige clair, avec des détails en brun foncé, avec des colonnes à l'entrée, d'énormes fenêtres avec des grilles travaillées, un jardin devant qui ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine. Il y avait une pelouse verte, bien tondue, des fleurs colorées dans des plates-bandes organisées, des arbres taillés à la perfection, une fontaine en pierre au milieu de tout cela, avec de l'eau qui en sortait, faisant ce joli petit bruit. Je suis restée là environ 5 minutes, juste à regarder, essayant de rassembler le courage pour sonner. Je pensais que je n'obtiendrais jamais cet emploi, que ces gens étaient trop riches, trop importants, que je n'étais qu'une petite femme de ménage, sans éducation, sans rien. Mais alors je me suis souvenue d'aimer, combien nous avions besoin de cet argent, et j'ai respiré profondément et j'ai sonné. Il a fallu un moment avant que quelqu'un ne réponde. Quand le portail s'est ouvert, c'était une femme d'une 40aine d'années, petite, un peu grosse, aux cheveux grisonnants attachés en chignon. Elle portait un uniforme bleu clair, de ceux pour femmes de ménage, avec son nom brodé sur la poche. Elle a souri, m'a salué, m'a demandé si j'étais Bernadette qui avait appelé. J'ai confirmé, elle a ouvert le grand portail et m'a dit d'entrer. Tandis que je traversais ce magnifique jardin vers l'entrée de la maison, elle m'a parlé. Elle a dit qu'elle s'appelait Thérèse, qu'elle travaillait pour la famille depuis de nombreuses années, qu'ils étaient des gens bien, qu'ils travaillaient beaucoup. Elle a dit que la maison était grande, qu'il y avait beaucoup de travail, que c'est pourquoi ils avaient besoin de quelqu'un d'autre pour aider. Sa voix était douce, sa manière était aimable, je me suis sentie un peu moins nerveuse. La porte d'entrée était en bois massif, énorme, avec des vitraux colorés sur les côtés. Quand Thérèse l'a ouverte et que nous sommes entrés, j'ai presque perdu le souffle. Le hall d'entrée était plus grand que toute ma maison. Un sol en marbre brillant, un énorme lustre suspendu au plafond, un large escalier avec une rampe en bois montant au premier étage, de grands tableaux au mur, des vases avec des fleurs naturelles. Tout était si beau, si parfait, que ça ressemblait à un décor de film. Thérèse m'a conduite à la cuisine qui se trouvait à l'arrière de la maison. Nous sommes passés par un immense salon avec des canapés en cuir, une table à manger qui pouvait facilement accueillir une 12aine de personnes, une bibliothèque avec des étagères du sol au plafond pleines de livres. Chaque pièce était plus impressionnante que l'autre. La cuisine était toute blanche, des carreaux blancs sur les murs, des armoires en bois clair, un énorme réfrigérateur à 2 portes, une cuisinière à 6 feux, un îlot au milieu avec un évier en inox brillant. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine et Thérèse m'a offert un café. J'ai accepté même sans en vouloir, plus par politesse. Elle m'a mieux expliqué le travail pendant que je prenais le café. Elle a dit que la famille se composait de 4 personnes, Monsieur Aristide et Madame Marie-Claire, qui étaient les propriétaires de la maison, et leurs 2 enfants, Olivier, 22 ans, et Patricia, 17 ans. Monsieur Aristide était propriétaire d'une grande entreprise de transport. Il avait une énorme flotte de camions.
Madame Marie-Claire ne travaillait pas à l'extérieur, elle consacrait son temps aux soins de la maison et aux œuvres de charité. La routine serait du lundi au samedi, de 7 heures du matin à 5 heures de l'après-midi, avec 1 heure pour déjeuner. Dimanche et jour férié de congé. Le salaire que Thérèse a mentionné était plus du double de ce que je gagnais en travaillant dans les 3 maisons réunies. De plus, j'aurais un contrat de travail, des tickets de transport, un panier alimentaire chaque mois, une assurance santé. Je n'ai pas pu cacher ma surprise. Mes yeux se sont écarquillés. Thérèse a souri, a dit que la famille payait bien parce qu'elle attendait du dévouement et de la qualité dans le service. C'est alors que Madame Marie-Claire est descendue pour me rencontrer. C'était une femme grande, élégante, elle devait avoir une 40aine d'années. Cheveux châtains foncés attachés en un chignon impeccable, peau claire, bien soignée, portant des vêtements chers qu'on pouvait voir de loin qu'ils n'étaient pas bon marché. Elle avait cette allure de quelqu'un né avec une cuillère d'argent dans la bouche, cette façon de se déplacer qui trahissait une éducation raffinée. Elle m'a salué poliment mais avec distance, de cette façon dont les riches traitent les pauvres. Elle a posé quelques questions de base, où j'habitais, si j'avais une famille, combien de temps d'expérience comme femme de ménage, si je savais cuisiner, repasser, si j'étais disponible pour travailler tous les jours. J'ai tout répondu correctement, essayant de montrer que j'étais dévouée, que je savais travailler, que j'avais vraiment besoin de cet emploi. Elle m'a examiné de haut en bas, de cette façon dont vous regardez un vêtement avant de décider si vous l'achetez ou non. Puis, elle a échangé quelques mots à voix basse avec Thérèse, des mots que je n'ai pas pu entendre correctement. Finalement, elle m'a regardé et m'a dit que j'étais embauchée, que je pouvais commencer le lundi suivant. Elle m'a donné une liste de choses que je devais apporter, des uniformes qu'elle allait fournir, l'heure exacte à laquelle je devais arriver. Je suis sortie de là en flottant, n'en croyant pas ma chance. J'avais enfin trouvé un vrai emploi, avec un contrat de travail, un salaire fixe, tous les droits. Je suis rentrée chez moi et j'ai raconté à Sébastien, qui était aussi heureux que moi. Aimé, qui commençait à comprendre les choses, sautait partout dans la maison. Ce soir-là, nous avons célébré avec un poulet rôti, un luxe que nous pouvions rarement nous permettre. Le dimanche avant de commencer, j'ai passé la journée à me préparer. J'ai lavé et repassé les vêtements que j'allais porter, préparé un sac avec mes papiers, mon livret de travail. J'ai à peine pu dormir tellement j'étais anxieuse. Je me suis réveillée à 5 heures du matin, je me suis préparée, j'ai dit au revoir à Sébastien et Aimé, et je suis partie prendre le premier bus. Je suis arrivée chez les Villela, c'était le nom de famille, à 6h45. J'ai préféré arriver tôt plutôt qu'en retard le premier jour. Thérèse était déjà là, m'attendant. Elle m'a conduite à une petite pièce près de la buanderie, m'a dit que c'était là qu'on se changeait, qu'on gardait nos affaires personnelles. Elle m'a remis 3 uniformes bleu clair, exactement comme le sien, avec mon nom brodé sur la poche. Je me suis changée sur place, j'ai rangé mes vêtements dans mon petit sac. Thérèse a passé toute la matinée à me montrer toute la maison, m'expliquant la routine de nettoyage de chaque pièce, comment Madame Marie-Claire aimait que chaque chose soit faite. Il y avait des règles pour tout. La bonne façon de passer la serpillière sur le sol en marbre, le produit spécifique pour chaque type de surface, la façon de ranger les serviettes dans la salle de bain, comment plier les draps, la température correcte pour repasser chaque type de tissu. Ma tête tournait avec tant d'informations, mais je notais tout mentalement, faisant attention à chaque détail. La maison avait 2 étages. Au rez-de-chaussée se trouvaient le salon, la salle à manger, la cuisine, la buanderie, un petit cabinet de toilette, un bureau où M. Aristide travaillait quand il était à la maison, et la bibliothèque. Au premier étage, il y avait les chambres, 4 au total, chacune avec sa propre salle de bain. La chambre du couple était énorme, plus grande que toute ma maison, avec un dressing, une baignoire à hydromassage, un balcon avec vue sur le jardin arrière. Les chambres des enfants étaient aussi grandes, chacune décorée selon leur personnalité. La chambre d'Olivier était toute en nuances de bleu et gris, avec un grand bureau plein de livres, un de ces nouveaux ordinateurs qui commençaient à apparaître, des étagères avec des trophées de natation. Thérèse m'a dit qu'il étudiait l'ingénierie à l'université de Brazzaville, que c'était un garçon studieux, dévoué, qui passait toute la journée entre l'université et ses livres. La chambre de Patricia était toute rose et blanche, pleine de peluches, de posters d'artistes au mur, une coiffeuse avec beaucoup de maquillage et de parfum.
Thérèse m'a dit qu'elle terminait son lycée dans une école privée coûteuse, que c'était une enfant gâtée, habituée à avoir tout ce qu'elle voulait, mais qu'au fond c'était une bonne fille. À l'arrière de la maison, il y avait une énorme aire de loisirs. Une grande piscine, un barbecue en maçonnerie couvert, un gazebo avec table et chaises, un grand jardin avec plusieurs arbres fruitiers, un petit terrain d'herbe où ils jouaient parfois au ballon. Tout était impeccable, tout était organisé, tout était trop parfait pour être vrai. Ce premier jour, j'ai travaillé en aidant Thérèse avec le nettoyage lourd. Nous avons passé la serpillière sur tous les sols du rez-de-chaussée, nettoyé les vitres des fenêtres, organisé le garde-manger, lavé la zone de la piscine. À 5 heures, mon dos me faisait mal, mes pieds pulsaient, mais j'avais une bonne satisfaction du travail bien fait. Madame Marie-Claire est passée pour inspecter, a hoché la tête, a dit que c'était bien fait. Les premiers mois ont été comme ça. J'arrivais à 7 heures, commençais le travail avec Thérèse, nous partagions les tâches de la maison. C'était beaucoup de travail, mais nous étions 2, donc c'était gérable. Nettoyage lourd le lundi, mercredi et vendredi. Mardi et jeudi étaient plus légers. Organisation, repassage, soin du linge de maison. Le samedi était le jour pour nettoyer toutes les vitres, balayer le jardin, organiser les zones extérieures. La famille nous traitait bien dans cette distance naturelle. Monsieur Aristide nous parlait à peine, partait tôt au travail et ne revenait que le soir, allait directement au bureau régler des affaires de l'entreprise. Madame Marie-Claire était plus présente, surveillait le travail, donnait des ordres, mais toujours poliment. Olivier était sympathique, nous saluait chaque jour, parfois conversait quelques minutes, demandait comment se passait la journée. Patricia était plus distante, restait dans sa chambre à écouter de la musique, parlait au téléphone avec ses amis, ne nous croisait presque pas. Les mois ont passé et je me suis habituée à la routine. J'ai appris les goûts de chaque membre de la famille. J'ai appris comment Madame Marie-Claire aimait que les choses soient faites. J'ai appris à anticiper ce qu'elle allait demander avant même qu'elle ne le demande. Thérèse est devenue plus proche, presque une amie. Nous déjeunions ensemble chaque jour, parlions de la vie, de sa famille, de la mienne. Elle avait 3 enfants déjà adultes, vivait avec son mari dans un quartier proche. Elle avait commencé à travailler pour la famille quand elle était jeune, avait vu leurs enfants grandir, connaissait tous les secrets de cette maison. C'est elle qui m'a raconté les potins de la famille, les choses qu'on ne voit pas de l'extérieur. Elle m'a dit que monsieur Aristide avait une autre famille, une maîtresse qu'il entretenait dans un appartement de l'autre côté de la ville, avec qui il avait 2 enfants. Que Madame Marie-Claire le savait, mais faisait semblant de ne pas savoir, parce qu'à l'époque, ce qui importait, c'était de maintenir les apparences, de maintenir le mariage debout, de ne pas faire de scandale. Elle m'a dit qu'Olivier était gai, mais que personne ne devait le savoir, parce que son père ne l'accepterait jamais, qu'il déshériterait son fils, le chasserait de la maison. Elle m'a dit que Patricia commençait à fréquenter des gens peu recommandables, allait à des fêtes où il y avait de la drogue, rentrait à la maison à l'aube, et que Madame Marie-Claire s'inquiétait, mais ne savait pas comment gérer cela. J'écoutais tout en silence, gardais chaque information. Ce n'était pas dans ma nature de répandre des ragots, mais il était impossible de ne pas être au courant des choses quand on travaillait chez quelqu'un. On voit tout, on entend tout, on apprend des choses que personne d'autre ne sait. C'est comme si on faisait partie du mobilier, présent mais invisible. C'est en octobre 1983 que j'ai commencé à remarquer les premières choses étranges dans cette maison. Je venais de compléter 1 an de travail là-bas, je connaissais bien la routine, j'avais mon contrat de travail, je me sentais en sécurité dans cet emploi. Mais c'est ce mois-là que de petits détails ont commencé à me déranger. Ces détails qu'on ne sait pas vraiment expliquer mais qui laissent un poids sur la poitrine. J'ai commencé à remarquer que Madame Marie-Claire avait des jours où elle était particulièrement nerveuse, agitée. Elle parcourait la maison comme un animal en cage, touchant les choses sans nécessité, déplaçant des objets, trouvant des défauts dans tout ce que nous faisions. Ces jours-là, elle buvait. Elle commençait juste après le déjeuner, cachée dans sa chambre, pensant que nous ne remarquions pas, mais nous remarquions. L'odeur d'alcool restait dans l'air quand elle descendait, les yeux étaient vitreux, la voix un peu traînante. Thérèse m'a dit que c'était comme ça depuis des années, que Madame Marie-Claire avait commencé à boire quand elle avait découvert la maîtresse de son mari, dans les années 70.
Au début, c'était juste un petit verre de vin au dîner, puis ça a augmenté, c'est devenu une nécessité. Maintenant, elle cachait des bouteilles dans sa chambre, buvait en cachette, faisait semblant que tout allait bien. Monsieur Aristide le savait mais ne faisait rien, c'était plus facile d'ignorer que de faire face au problème. J'ai aussi commencé à remarquer qu'il y avait des bruits étranges au milieu de la nuit. Je n'y habitais pas, donc je ne les entendais pas personnellement, mais Thérèse a mentionné une fois que quand elle restait tard, aidant lors d'un dîner que la famille donnait, elle entendait des bruits venant de la cave. Des bruits de quelque chose de lourd qu'on traînait, quelque chose qui frappait, des voix étouffées. Elle avait demandé une fois à Madame Marie-Claire ce que c'était, et la patronne avait répondu sèchement que c'était son problème, qu'elle ne devait pas s'en mêler. Ça m'a rendue curieuse. La maison avait une grande cave, je le savais, mais en 1 an de travail là-bas, je n'y étais jamais descendue. La porte se trouvait dans la buanderie, toujours fermée à cadenas. Une fois, j'ai demandé à Thérèse ce qu'il y avait là-bas, et elle m'a dit que c'était juste de vieilles choses entreposées, d'anciens meubles, des boîtes avec des objets que la famille n'utilisait plus. Mais si ce n'était que ça, pourquoi fermer à cadenas? Pourquoi Madame Marie-Claire devenait-elle si nerveuse quand quelqu'un mentionnait la cave? En novembre de cette année-là, quelque chose s'est produit qui m'a intriguée encore plus. C'était un jeudi après-midi, vers 3 heures. Je nettoyais le salon quand j'ai entendu une discussion animée venant du bureau de Monsieur Aristide. Les voix étaient élevées, on pouvait entendre même avec la porte fermée. J'ai arrêté ce que je faisais, j'ai prêté attention, essayant de comprendre ce qui se passait. C'était Monsieur Aristide et Madame Marie-Claire qui se disputaient. Ils parlaient de quelque chose à propos d'argent, de comptes qui ne correspondaient pas, de sommes importantes qui avaient disparu du compte de l'entreprise. Madame Marie-Claire criait en retour, disait qu'il n'avait pas la morale pour lui demander quoi que ce soit, que si elle prenait de l'argent, c'était parce qu'elle en avait besoin, parce qu'il ne lui donnait pas d'attention, parce qu'il dépensait tout avec sa maîtresse. La discussion a monté de ton, j'ai entendu des bruits de choses jetées, de verres qui se brisaient. Soudain, la porte s'est ouverte avec force, et Monsieur Aristide est sorti de là rouge de colère. Il est passé devant moi sans même me voir, a monté les escaliers en marchant fort. Madame Marie-Claire est sortie derrière lui, aussi sans me voir, pleurant, le maquillage tout barbouillé. Je suis restée là immobile, ne sachant quoi faire, le cœur battant vite. Ce n'était pas normal de voir ce genre de choses, cette perte de contrôle, tout ce désespoir. Thérèse est apparue dans la cuisine, elle avait tout entendu aussi. Nous avons échangé des regards, mais n'avons rien dit. Ce n'était pas notre affaire, nous ne pouvions pas nous en mêler. Nous avons continué le travail en silence, chacune faisant semblant de n'avoir rien vu, de n'avoir rien entendu. Mais cette scène continuait à marteler dans ma tête. De l'argent disparaissant de l'entreprise, Madame Marie-Claire, utilisant de l'argent à l'insu de son mari, cette dispute violente. Que se passait-il dans cette famille? Pour autant que je sache, ils étaient riches, n'avaient pas de problème d'argent. Pourquoi Madame Marie-Claire détournerait-elle de l'argent de l'entreprise? Pourquoi avait-elle besoin de tant d'argent caché? Dans les jours qui ont suivi, l'ambiance dans la maison est devenue lourde, tendue. Monsieur Aristide apparaissait à peine, partait tôt et revenait tard dans la nuit. Madame Marie-Claire restait enfermée dans sa chambre, buvant, pleurant. Olivier et Patricia ont remarqué que quelque chose n'allait pas, marchèrent sur la pointe des pieds, parlant bas, évitant de faire du bruit. C'est Patricia qui est venue me parler un après-midi. Elle n'avait jamais vraiment parlé avec moi avant, m'avait toujours traité avec cette indifférence typique des riches envers leurs domestiques. Mais ce jour-là, elle est descendue à la cuisine où je préparais le dîner, s'est assise sur un tabouret, m'a regardé travailler. Elle m'a demandé à voix basse si je savais ce qui se passait avec ses parents, si j'avais entendu quelque chose, si je savais pourquoi ils se disputaient tant. Je ne savais pas quoi répondre. Je ne pouvais pas raconter ce que j'avais entendu. Ce n'était pas ma place. J'ai dit que je ne savais rien, que ce n'était pas mon affaire, qu'elle devrait parler avec ses parents. Elle a soupiré profondément, a dit qu'elle essayait, mais qu'ils ne lui disaient rien, qu'elle était inquiète, qu'elle n'avait jamais vu ses parents comme ça. En regardant cette fille de 17 ans, j'ai vu pour la première fois qu'elle n'était que cela, une fille. Bien qu'elle ait tout, argent, confort, bonne éducation,
À la fin, elle n'était qu'une enfant effrayée, voyant sa famille s'effondrer. J'ai eu pitié d'elle, de cette façon dont on a pitié de quelqu'un qui a tout mais n'a pas l'essentiel, qui est la paix, qui est l'amour véritable. Je lui ai dit que les choses allaient se résoudre, que tous les couples se disputent parfois, que c'était une phase. Elle m'a regardé avec ses yeux pleins de larmes et m'a dit une chose qui m'a fait frissonner. Ce n'est pas juste une dispute, Bernadette. Il y a quelque chose de très mauvais dans cette maison. Je le sens. La nuit, quand tout le monde dort, j'entends des choses, des bruits. Comme si quelqu'un criait mais étouffé, tu vois? Comme si quelqu'un était enfermé quelque part. J'ai eu froid. Ce dont Thérèse avait parlé à propos des bruits dans la cave. Maintenant, Patricia les entendait aussi. Que diable se passait-il dans cette maison? Je lui ai demandé quel genre de bruit c'était, d'où ça venait. Elle a dit que ça semblait venir d'en bas, de la cave, mais qu'elle n'était pas sûre parce que le son était très étouffé. Elle a dit qu'elle avait essayé d'y descendre une fois, mais que la porte était fermée à clé, qu'elle avait demandé à sa mère pour la clé et que Madame Marie-Claire avait presque piqué une crise, criant qu'elle ne devait pas s'en mêler, que la cave était dangereuse, qu'il y avait des choses tranchantes là-bas, qu'elle pouvait se blesser. La conversation a été interrompue par l'arrivée de Madame Marie-Claire dans la cuisine. Elle a regardé méchamment Patricia, lui a demandé ce qu'elle faisait là, lui a ordonné de monter dans sa chambre. La jeune fille est partie tête baissée. Madame Marie-Claire s'est tournée vers moi, m'a examinée avec ce regard pénétrant, m'a demandé de quoi nous parlions. J'ai dit que de rien d'important, que la jeune fille était juste venue chercher de l'eau. Elle a continué à me regarder pendant quelques secondes de plus, comme si elle essayait de lire dans mon esprit, puis a fait demi-tour et est partie. Ce soir-là, à la maison, j'ai tout raconté à Sébastien. Il était inquiet, a dit que cette histoire était étrange, qu'il serait peut-être mieux que je cherche un autre emploi, que je quitte cette maison avant que quelque chose n'arrive. Mais je ne voulais pas partir. Le salaire était bon, nous réussissions à mettre de l'argent de côté, nous pensions à acheter notre propre petite maison. Je ne pouvais pas tout jeter par la fenêtre à cause d'une mauvaise sensation, à cause de bruits étranges qui pouvaient être n'importe quoi. Mais la vérité, c'est que je sentais aussi que quelque chose n'allait pas. Cette maison trop parfaite, cette famille trop riche, commençait à montrer des fissures, commençait à révéler de la pourriture sous le beau vernis. En décembre 1983, les choses ont empiré. Monsieur Aristide a commencé à voyager plus, restait des semaines absent, disait que c'était pour affaires, mais tout le monde savait que c'était pour rester avec sa maîtresse. Madame Marie-Claire s'est enfoncée complètement dans l'alcool, sortait à peine de sa chambre, nous montions les repas sur un plateau, elle touchait à peine à la nourriture. Olivier était de plus en plus distant, passait toute la journée dehors, ne revenait que pour dormir. Patricia était rebelle, sortant en cachette au milieu de la nuit, revenant tôt le matin avant que ses parents ne se réveillent, les yeux rouges, l'haleine sentant la cigarette et l'alcool. La maison qui était avant impeccable, organisée, devenait un chaos. Madame Marie-Claire ne surveillait plus rien, donc il n'y avait plus cette pression constante. Mais en même temps, la tension était dans l'air, cette sensation que quelque chose allait exploser à tout moment. C'est un mardi, le 15 décembre, que tout a éclaté. C'était vers 2 heures de l'après-midi, une journée chaude typique de décembre à Brazzaville. Je repassais dans la buanderie, Thérèse était allée acheter des choses au marché. Madame Marie-Claire était dans sa chambre, probablement en train de boire comme toujours. Monsieur Aristide était en voyage. Olivier était à l'université. Patricia avait dit le matin qu'elle allait chez une amie pour étudier. J'étais là en train de repasser, en sueur, pensant à la vie, quand j'ai entendu un bruit venant de la cave. Un bruit étouffé mais clair, comme si quelqu'un avait frappé quelque chose avec force. J'ai arrêté de repasser, j'ai prêté attention. Silence. J'ai repris le repassage. Quelques minutes plus tard, un autre bruit. Cette fois, ça ressemblait à une voix, quelqu'un disant quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Le cœur a commencé à battre plus vite. J'ai regardé la porte de la cave avec ce cadenas accroché. Je me suis approché lentement, j'ai collé l'oreille à la porte. J'ai entendu plus clairement. C'était bien une voix d'homme, disant quelque chose qui ressemblait à « Au secours, sortez-moi d'ici ». Mais c'était si étouffé
que je n'étais pas sûre si j'entendais correctement ou si ma tête inventait des choses. Je suis restée là, immobile, ne sachant quoi faire. S'il y avait quelqu'un enfermé là-bas, je devais faire quelque chose. Mais en même temps, je ne pouvais pas simplement forcer la porte, envahir la cave de ma patronne. J'aurais été licenciée sur le champ, j'aurais même pu être arrêtée pour intrusion. J'étais dans ce dilemme quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. C'était Thérèse qui revenait du marché. Je suis allée en courant l'aider avec les sacs, j'en ai profité pour lui raconter à voix basse ce que j'avais entendu. Elle est devenue pâle, a dit qu'elle aussi avait déjà entendu des choses similaires d'autrefois, mais qu'elle avait très peur d'en parler, très peur de ce qu'elle pourrait découvrir. Nous sommes restés à parler à voix basse dans la cuisine tout en rangeant les courses. Thérèse m'a dit qu'il y avait une chose qu'elle ne m'avait jamais dite, qu'elle avait peur de dire. Elle m'a dit qu'il y a environ 5 ans, M. Aristide avait un associé dans l'entreprise, un homme appelé Thierry. Les deux étaient amis depuis l'enfance, avaient déconstruit l'entreprise ensemble, étaient pratiquement frères. Mais à un certain moment, ils ont commencé à avoir des problèmes, des discussions sur l'orientation de l'entreprise, sur l'argent, sur des décisions importantes. Un jour, Thierry a tout simplement disparu. Il s'est évanoui sans laisser de traces. Sa femme a déposé une plainte, la police a enquêté, mais ils n'ont jamais rien trouvé. Il n'y avait pas de corps, pas d'indices, rien. L'affaire a été classée comme disparition volontaire. La police a pensé qu'il s'était enfui avec une maîtresse, qu'il avait commencé une nouvelle vie ailleurs. Mais Thérèse n'a jamais cru cela. Elle se rappelait que dans les jours précédant la disparition, M. Aristide et Thierry s'étaient violemment disputés dans le bureau. Elle avait entendu M. Aristide crier qu'il allait en finir avec lui, qu'il allait le faire regretter, qu'il allait lui faire payer cher sa trahison. Quelques jours plus tard, Thierry avait disparu. Et M. Aristide s'était retrouvé avec toute l'entreprise, avait racheté la part de son associé pour une somme ridicule, profitant de sa disparition et du fait que la famille avait besoin d'argent. Quand elle m'a raconté cela, j'ai senti un frisson dans le ventre. Je commençais à assembler les pièces, les bruits dans la cave, la porte toujours fermée à clé, la disparition inexplicable de l'associé, la tension constante dans la maison. Madame Marie-Claire noyée dans l'alcool, sachant peut-être quelque chose d'horrible, portant un secret qui la détruisait de l'intérieur. J'ai demandé à Thérèse si elle pensait que Thierry pouvait être... Elle ne m'a même pas laissé finir ma phrase. Elle a secoué la tête avec force, disant qu'elle ne pouvait pas penser à cela, que c'était de la folie, que ça ne pouvait pas être vrai. Mais sa voix tremblait, ses yeux étaient écarquillés de peur. Elle pensait aussi à la même chose que moi. À ce moment, nous avons entendu des pas descendant l'escalier. C'était Madame Marie-Claire. Elle est entrée dans la cuisine en titubant, visiblement ivre, les yeux rouges, les cheveux en désordre, les vêtements froissés. Elle nous a regardés toutes les deux et a commencé à rire, un rire à moitié hystérique, à moitié larmoyant. Elle a dit que nous pensions qu'elle ne savait pas, que nous pensions qu'elle était stupide, qu'elle ne remarquait pas les regards, les conversations à voix basse, les soupçons. Nous sommes restées silencieuses, ne sachant quoi dire. Elle a continué à parler, les mots sortant lentement, trébuchant les uns sur les autres. Elle a dit que nous n'avions aucune idée de ce que c'était de vivre dans cette maison, de vivre avec ce poids, avec ce secret. Elle a dit qu'elle avait essayé de partir plusieurs fois, mais qu'il ne la laissait pas, qu'il disait que si elle racontait quoi que ce soit à quelqu'un, il en finirait avec elle, il la ferait disparaître aussi. Mon sang s'est glacé. Aussi. Elle avait dit aussi. Alors c'était vrai. Il y avait quelqu'un qui avait disparu. Et probablement avait été... Madame Marie-Claire a commencé à pleurer, à glisser le long du mur jusqu'à s'asseoir sur le sol, serrant ses genoux, se balançant d'avant en arrière comme une enfant. Entre les sanglots, elle a raconté. Raconté que cette nuit-là, il y a 5 ans, Thierry était venu à la maison pour une réunion. Les deux hommes s'étaient violemment disputés, il y avait eu des bousculades, des coups de poing, une bagarre. Monsieur Aristide avait pris un lourd chandelier en bronze et avait frappé Thierry à la tête de toutes ses forces. L'homme était tombé, s'était cogné la tête sur le coin de la table, était resté étendu sur le sol du bureau, saignant. Madame Marie-Claire était à la maison, avait entendu le bruit, était descendue en courant, avait vu la scène.
Son mari debout, haletant, les mains blessées. Thierry par terre, du sang partout, ne bougeant plus. Elle avait crié, demandé ce qu'il avait fait, si l'homme était mort. Monsieur Aristide s'était penché, avait vérifié le pouls, était devenu blanc. Il était mort. Que faire? Appeler la police? Confesser? Il irait en prison, la famille serait détruite, le scandale mettrait fin à tout ce qu'ils avaient reconstruit. Monsieur Aristide avait décidé que non, qu'ils n'appelleraient personne, qu'ils régleraient cela eux-mêmes. Il avait ordonné à Madame Marie-Claire de l'aider, l'avait rendu complice. Ils avaient transporté le corps, étaient descendus à la cave, avaient creusé un trou dans le sol en terre qu'il y avait dans une partie là-bas, avaient enterré Thierry là même, sous la maison. Ensuite, ils avaient recouvert de ciment, avaient placé de vieilles boîtes dessus pour camoufler. Ils avaient nettoyé tout le sang du bureau, avaient jeté le chandelier, avaient effacé toutes les preuves. Dans les jours qui ont suivi, lorsque la femme de Thierry l'a cherché, lorsqu'elle a déposé une plainte, Monsieur Aristide avait agi normalement. Il avait dit que son associé était sorti de la réunion nerveux, qu'il était parti, qu'il n'en savait pas plus. La police avait enquêté, mais n'avait rien trouvé, parce qu'il n'y avait rien à trouver. Le corps était sous cette maison, et seules 4 personnes le savaient. Monsieur Aristide, Madame Marie-Claire, et maintenant Thérèse et moi. Le silence qui est tombé dans cette cuisine était assourdissant. Nous venions d'entendre une confession de meurtre, de dissimulation de cadavres, d'un mensonge maintenu pendant 5 ans, et nous ne savions pas quoi faire de cette information. Madame Marie-Claire a continué à pleurer par terre, disant qu'elle n'en pouvait plus, que ce poids la tuait de l'intérieur, qu'elle buvait pour oublier mais n'y arrivait pas, qu'elle voyait Thierry dans ses rêves chaque nuit, demandant de l'aide, demandant justice. Elle a dit que Monsieur Aristide s'était transformé en monstre après cela, qu'il la menaçait constamment, qu'il disait que si elle ouvrait la bouche, il lui ferait la même chose. Thérèse était paralysée, les mains tremblantes, le visage blanc. J'étais aussi sous le choc, le cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Que faisions-nous maintenant? Appeler la police? Dénoncer? Faire semblant de n'avoir rien entendu et continuer à travailler comme si rien ne s'était passé? C'est alors que nous avons entendu le bruit de la voiture qui arrivait. Monsieur Aristide était revenu de voyage plus tôt. Madame Marie-Claire s'est levée en titubant, a essuyé son visage, a tenté de se recomposer. Elle nous a regardés toutes les deux avec des yeux écarquillés de peur, a supplié de ne rien raconter, a dit que s'il savait qu'elle avait parlé, il nous tuerait toutes. Elle est sortie de la cuisine en trébuchant, essayant de monter les escaliers avant que son mari n'entre. Thérèse et moi sommes restés là immobiles, nous regardant l'une l'autre, incapables de traiter ce qui venait de se passer. Monsieur Aristide est entré par la porte d'entrée portant une valise. Il est passé par la cuisine, nous a salués d'un signe de tête, a monté les escaliers. Tout normal, tout tranquille, comme s'il n'y avait pas un cadavre enterré dans la cave de sa propre maison. Cet après-midi-là, nous avons travaillé automatiquement, sans parler, chacune perdue dans ses propres pensées. Quand 5 heures ont sonné, je suis partie de là plus vite que jamais. J'avais besoin de sortir de cette maison, j'avais besoin de respirer, j'avais besoin de penser. Dans le bus rentrant chez moi, ma tête tournait à toute vitesse. Maintenant, je savais. Je savais qu'il y avait un homme mort enterré dans cette maison. Je savais que mon patron était un assassin. Je savais que ma patronne était complice. Je savais que toute la famille était construite sur un mensonge, sur un crime horrible. Que faire? Si je dénonçais, il nierait. Il n'y avait pas de preuves, juste la parole d'une femme de ménage contre celle d'une famille riche, respectée. Je perdrais mon emploi, je serais poursuivi pour calomnie, je détruirais ma vie. Mais si je ne dénonçais pas, je serais complice aussi, je cacherais un crime, je laisserais un assassin en liberté. Je suis arrivée à la maison détruite. Sébastien a vu que quelque chose n'allait pas, m'a fait asseoir, m'a donné un verre d'eau, m'a demandé ce qui s'était passé. J'ai tout raconté. Il a été aussi choqué que moi, ne savait pas quoi dire, quoi penser. Nous avons passé la nuit à parler, pesant le pour et le contre de chaque décision. Si nous dénoncions et que cela ne menait à rien, je perdais mon emploi et nous étions dans la misère. Nous avions des factures à payer, Aimé à élever, nous ne pouvions pas nous permettre de rester sans cet argent. Mais en même temps,
Comment pourrais-je continuer à travailler dans cette maison en sachant ce que je savais? Comment nettoyer ces sols en sachant qu'en dessous, il y avait un corps enterré? Comment servir du café à un assassin chaque jour? Nous avons décidé que je continuerais à travailler, au moins pour le moment, pendant que nous réfléchissions mieux à ce qu'il fallait faire. Nous ne pouvions pas prendre une décision précipitée. Nous avions besoin d'un plan, nous devions penser à comment faire réussir cela sans nous détruire dans le processus. Dans les jours qui ont suivi, je suis retournée dans cette maison l'estomac noué. Je voyais Monsieur Aristide et je sentais la nausée. Je voyais Madame Marie-Claire et je sentais de la pitié mêlée à de la colère. Comment pouvait-elle vivre avec cela? Comment pouvait-elle faire semblant que tout allait bien? Thérèse était comme moi, tendue, nerveuse, sursautant au moindre bruit. Nous parlions à peine, avions peur d'être entendus, avions peur de dire quelque chose qu'il ne fallait pas. L'atmosphère dans la maison était de plus en plus lourde, plus suffocante. C'est alors que j'ai commencé à remarquer d'autres détails étranges. Il y avait beaucoup de médicaments dans la salle de bain de Madame Marie-Claire. Des calmants, des antidépresseurs, des somnifères. Elle prenait tout cela pour supporter de vivre avec le secret. J'ai aussi vu que M. Aristide avait commencé à amener fréquemment un avocat à la maison. Les deux restaient enfermés dans le bureau pendant des heures. Est-ce qu'il préparait quelque chose? Est-ce qu'il soupçonnait que nous savions? Olivier et Patricia ont remarqué que l'ambiance était encore pire. Ils ne savaient rien, étaient innocents dans toute cette histoire, mais sentaient la tension dans l'air. Patricia avait arrêté ses sorties secrètes, restait plus à la maison, silencieuse dans sa chambre. Olivier était aussi plus présent, préoccupé par sa mère qui était clairement en dépression profonde. En janvier 1984, quelque chose s'est produit qui a tout changé. C'était un samedi matin, une chaleur infernale, tout le monde transpirait. J'étais en train de nettoyer le salon quand j'ai entendu des cris venant de l'étage. C'était Olivier et M. Aristide qui se disputaient. Olivier criait qu'il n'en pouvait plus de ce mensonge, qu'il n'en pouvait plus de cacher qui il était vraiment. M. Aristide criait en retour qu'il n'accepterait pas cela, qu'il n'aurait pas de fils homosexuel, qu'il ferait mieux d'oublier ses idioties et de se trouver une petite amie rapidement. La dispute est devenue plus violente. J'ai entendu des bruits de choses jetées, de verres brisés, de gifles, de cris de douleur. J'ai monté les escaliers en courant sans réfléchir, poussé par l'instinct d'aider. Quand j'ai ouvert la porte de la chambre, j'ai vu M. Aristide la main levée, Olivier au sol tenant son visage, Madame Marie-Claire essayant de se placer entre les deux. M. Aristide s'est tourné vers moi, avec une telle fureur dans les yeux que j'ai fait un pas en arrière. Il m'a ordonné de sortir, a dit que ce n'était pas mon affaire, que je n'étais qu'une femme de ménage, que je devais me contenter de faire mon travail, mais je ne suis pas sortie. J'ai dit qu'il ne pouvait pas frapper son fils, que c'était mal. Il a fait un rire sans joie, a dit que je n'avais aucune idée de ce qui était mal, que je ne savais rien. C'est alors que les mots sont sortis de ma bouche avant que je ne puisse les contrôler. Je sais, si, je sais tout. Je sais pour Thierry, je sais ce qu'il y a dans la cave. Je sais ce que vous avez fait. Le silence qui est tombé dans cette chambre était mortel. Madame Marie-Claire est devenue blanche et a commencé à pleurer. Olivier nous a regardés, son père et moi, sans comprendre. Monsieur Aristide est resté immobile, me fixant du regard, les yeux plissés, la mâchoire serrée. Lentement, il a commencé à marcher vers moi. Instinctivement, j'ai fait un pas en arrière, mais mes jambes tremblaient tellement que j'ai failli tomber. Il s'est arrêté devant moi, si près que je pouvais sentir son haleine, et m'a dit doucement, d'une voix glaciale qui m'a donné des frissons. « Tu ne sais rien, et si tu tiens à ta vie et à celle de ta famille, tu vas oublier tout ce que tu crois savoir. Compris ?» C'était une menace claire. Il disait que si je parlais, il me ferait quelque chose, à moi, à Sébastien, à Aimé. J'ai senti les larmes couler sur mon visage, j'ai hoché la tête, je suis sortie de la chambre en trébuchant. J'ai descendu les escaliers en courant, j'ai pris mon sac, je suis sortie de cette maison sans regarder en arrière. Je n'y retournerai jamais. Peu importait l'argent, peu importait l'emploi, rien n'importait. Je ne resterai pas un jour de plus dans cette maison d'horreur. Je suis arrivée à la maison et me suis effondrée.
J'ai tout raconté à Sébastien. J'ai pleuré désespérément. J'ai dit que j'avais mis notre famille en danger, que l'homme m'avait menacé. Mon mari est devenu blanc, nous a serrés, Aimé et moi dans ses bras, a dit que nous quitterions Brazzaville, irions loin, recommencerions ailleurs. Mais où pouvions-nous aller? Nous n'avions pas assez d'argent de côté, nous n'avions nulle part où aller, nous ne connaissions plus personne, nous étions piégés. Et M. Aristide le savait. Le dimanche, Thérèse est venue chez moi. Elle aussi avait décidé de partir, ne supportait plus de travailler là-bas. Elle était terrifiée, pensant que nous allions être tués aussi, que M. Aristide voudrait se débarrasser des témoins. Nous avons passé tout l'après-midi à parler, essayant de penser à une solution, à un moyen de sortir de cette situation. C'est Thérèse qui a eu l'idée. Elle a dit que nous avions besoin d'une assurance, de quelque chose qui empêcherait M. Aristide de faire quoi que ce soit contre nous. Elle a dit que nous avions besoin de preuves de ce qu'il avait fait, des preuves concrètes que nous pourrions utiliser si nécessaire. Mais comment obtenir des preuves? Nous ne pouvions pas retourner dans cette maison, ne pouvions pas ouvrir la cave, ne pouvions pas exhumer le corps. Nous avons réfléchi, jusqu'à ce que Thérèse se souvienne d'une chose. Elle a dit que Madame Marie-Claire, à l'époque du meurtre, avait gardé les vêtements que M. Aristide portait cette nuit-là, la chemise pleine de sang. Elle n'avait pas eu le courage de la jeter, l'avait cachée au fond du dressing, derrière d'autres vêtements, comme si c'était la preuve que c'était bien arrivé, que ce n'était pas un cauchemar. Si nous pouvions avoir cette chemise, nous aurions une preuve. Nous aurions le sang de Thierry. Nous aurions quelque chose de concret à montrer si nécessaire. Mais comment l'obtenir? Nous ne pouvions pas simplement entrer dans la maison et la prendre. La solution est venue d'où nous l'attendions le moins. Lundi matin, Patricia est apparue chez moi. Elle avait obtenu mon adresse je ne sais comment, était venue me chercher. Elle était désespérée, en pleurs, disant qu'elle avait besoin de me parler, qu'elle avait besoin de connaître la vérité sur ce qui se passait. Elle avait entendu une partie de la dispute du samedi, avait entendu quand j'avais mentionné Thierry, la cave. Elle avait rassemblé les pièces avec les bruits qu'elle entendait au milieu de la nuit, avec la tension constante à la maison, avec l'étrange comportement de sa mère. Elle voulait connaître la vérité, avait le droit de connaître la vérité. J'ai regardé cette fille de 17 ans. J'ai vu le désespoir dans ses yeux et j'ai pris une décision. J'ai tout raconté, chaque détail, depuis le début. La disparition de Thierry, la confession de sa mère, le corps enterré dans la cave, la menace de son père. Elle a été choquée, ne pouvait pas y croire, secouait la tête en disant « non », que ce ne pouvait pas être vrai, que son père n'était pas capable de quelque chose comme ça. Mais au fond, elle savait que c'était vrai. Tout avait du sens maintenant. Le comportement de sa mère, l'alcool, les médicaments, le désespoir, l'attitude autoritaire et violente de son père, les menaces, le contrôle, la maison parfaite qui cachait une horreur impardonnable. Patricia a beaucoup pleuré, là dans mon salon, tandis que Thérèse et moi restions à côté d'elle, essayant de la réconforter. Quand elle s'est un peu calmée, elle a dit quelque chose qui m'a surprise. Elle a dit qu'elle voulait aider, qu'elle voulait que justice soit faite, que cela ne pouvait pas continuer ainsi. Elle a demandé ce qu'elle pouvait faire, comment elle pouvait nous aider. C'est alors que nous lui avons parlé de la chemise. Elle a dit qu'elle savait où elle était, qu'elle avait déjà vu ce vêtement étrange caché au fond du dressing de sa mère, taché de quelque chose de sombre qui ressemblait à du vieux sang. Elle a dit qu'elle pouvait la prendre et nous l'apporter, que ses parents ne soupçonneraient pas si elle entrait dans leur chambre. Mais je l'ai avertie que c'était dangereux, que si son père découvrait, il pourrait lui faire quelque chose à elle aussi. Elle a dit que peu importait, qu'elle ne pouvait plus vivre dans cette maison en sachant ce qu'elle savait, qu'elle ne pouvait plus regarder son père en faisant semblant qu'il était un homme bien alors qu'il était un assassin. Nous avons convenu qu'elle prendrait la chemise et l'apporterait le lendemain. Je lui ai dit d'être très prudente, de s'assurer que ses parents n'étaient pas à la maison, d'agir vite. Elle a promis qu'elle ferait tout correctement. Le mardi, j'ai été nerveuse toute la journée en attendant. Chaque bruit dans la rue me faisait sursauter, pensant que c'était M. Aristide venant à ma recherche. Chaque voiture qui passait me terrifiait. Sébastien avait manqué le travail pour rester avec moi, ayant peur de me laisser seule. Aimé a remarqué que quelque chose n'allait pas, et restait silencieuse toute la journée,
effrayée par la tension de ses parents. Patricia est apparue en fin d'après-midi, vers 5 heures. Elle portait un sac en plastique dans ses mains. Elle est entrée rapidement, regardant autour d'elle comme si elle était suivie. J'ai fermé la porte, les verrouillé et fermé les rideaux. Elle a ouvert le sac et en a sorti une chemise sociale blanche, ou qui avait été blanche un jour. Elle avait jauni avec le temps, avec d'énormes taches brunes sur le devant, les manches, le col, du sang, beaucoup de sang. Nous sommes restés là tous les 4 à regarder cette chemise, cette preuve concrète d'un meurtre. C'était réel. Ce n'était pas une histoire. Ce n'était pas de l'imagination. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était réel. Il y avait un homme mort, et ce sang sur la chemise le prouvait. Patricia a raconté qu'elle avait attendu que ses parents sortent, son père pour le travail et sa mère pour une réunion à l'église. Elle était montée dans la chambre, était allée directement au dressing, avait trouvé la chemise exactement où elle se souvenait l'avoir vue. Elle l'avait prise et était sortie rapidement, avant que quelqu'un ne revienne. J'ai demandé si quelqu'un l'avait vue sortir avec le sac. Elle a dit que non, qu'elle l'avait caché dans son sac d'école, que personne n'avait soupçonné quoi que ce soit. Mais elle a aussi dit qu'elle devait rentrer bientôt, que si elle tardait trop, ses parents s'inquiéteraient, poseraient des questions. Avant qu'elle ne parte, j'ai pris ses mains et les regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit qu'elle avait été très courageuse, qu'elle faisait ce qui était juste, mais qu'elle devait être très prudente à partir de maintenant. Elle devait agir normalement à la maison, faire semblant de ne rien savoir, ne donner aucune raison à son père de se méfier. Elle a promis d'être prudente, m'a serré fort dans ses bras et est partie. Nous sommes restés, Sébastien, Thérèse et moi, à regarder cette chemise. Que faire maintenant? La garder comme assurance, comme protection au cas où M. Aristide tenterait quelque chose contre nous? Ou l'utiliser pour dénoncer, pour enfin rendre justice à Thierry et à sa famille? Thérèse a dit qu'elle connaissait la veuve de Thierry, Madame Florence. Elle a dit que cette femme ne s'était jamais résignée à la disparition de son mari, qu'elle cherchait encore des réponses, qu'elle vivait dans un désespoir constant, ne sachant pas s'il était vivant ou mort, s'il avait abandonné sa famille, ou s'il lui était arrivé quelque chose. Peut-être devrions-nous lui parler d'abord. Ne pas aller directement à la police, mais raconter à la veuve, la laisser décider quoi faire. Après tout, c'était elle qui avait le plus droit de connaître la vérité. C'était elle qui avait souffert toutes ces années sans réponse. Nous avons décidé que Thérèse irait chez Madame Florence le lendemain. Elle lui raconterait tout, montrerait la chemise, la laisserait décider des prochaines étapes. C'était risqué, mais c'était la bonne chose à faire. Cette nuit-là, j'ai gardé la chemise dans un sac en plastique bien fermé, caché au fond de l'armoire, derrière tous les vêtements. J'ai à peine pu dormir, imaginant M. Aristide découvrant que la chemise avait disparu, découvrant que nous l'avions, venant nous chercher. Chaque bruit dans la rue me faisait me lever et regarder par la fenêtre. Le mercredi matin, Thérèse est allée chez Madame Florence. Je suis restée à la maison à attendre des nouvelles, me rongeant les ongles d'anxiété. Sébastien était allé travailler mais a appelé 3 fois dans la matinée pour savoir si tout allait bien. Thérèse est revenue en début d'après-midi. Elle pleurait, les yeux rouges et gonflés. Elle a dit que ça avait été l'une des choses les plus difficiles qu'elle ait jamais faites dans sa vie, dire à cette femme que le mari qu'elle cherchait depuis 5 ans était mort, enterré dans la cave d'une maison, assassiné par son propre associé. Madame Florence s'était effondrée. Elle avait pleuré, crié, s'était débattue. Elle était entrée dans un désespoir total. Mais en même temps, elle avait été soulagée. Au moins maintenant, elle savait. Elle n'avait plus besoin de se poser des questions, de nourrir des espoirs, d'imaginer des scénarios. Elle connaissait la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Thérèse lui avait montré la chemise. Madame Florence l'avait reconnue immédiatement, avait dit que c'était bien celle de Thierry, elle-même l'avait achetée pour lui quelques mois avant sa disparition. Elle était restée à tenir la chemise, à l'étreindre, à pleurer, comme si elle étreignait son mari lui-même. Quand elle s'est calmée, elle avait demandé quoi faire maintenant. Thérèse lui avait expliqué toute la situation, lui avait dit que nous avions peur de dénoncer, que M. Aristide était puissant,
avait de l'argent, de l'influence, qu'il pouvait aussi nous faire disparaître, mais qu'en même temps, nous ne pouvions pas le laisser impuni, ne pouvions pas laisser Thierry sans justice. Madame Florence avait réfléchi un peu et avait dit qu'elle connaissait quelqu'un qui pourrait aider. Un commissaire à la retraite, ami de son mari, un homme sérieux, honnête, qui ne se vendait pas pour de l'argent. Elle a dit qu'elle lui parlerait, demanderait de l'aide, verrait ce qui pourrait être fait. Les jours suivants, nous avons attendu. Patricia est apparue 2 fois de plus chez moi, toujours en cachette, toujours avec la peur d'être suivie. Elle a dit que l'ambiance à la maison était pire que jamais, que sa mère avait remarqué que la chemise avait disparu, était entrée en panique, mais n'avait rien dit à son père, peut-être soulagée de se débarrasser de cette preuve, de ce rappel constant du crime. Olivier soupçonnait aussi quelque chose. Il avait demandé à Patricia si elle savait ce qui se passait, pourquoi tout le monde était si étrange. Elle n'avait rien dit, avait peur de mettre son frère en danger aussi. C'est le vendredi de cette semaine-là que Madame Florence est apparue chez moi avec un homme d'une 60aine d'années, cheveux tout blancs, allure sérieuse, regard pénétrant. C'était ce commissaire à la retraite, Monsieur Germain. Il s'est présenté, a dit que Madame Florence lui avait tout raconté, qu'il était venu entendre notre version des faits. Nous nous sommes tous assis dans le salon, moi, Sébastien, Thérèse, Madame Florence et Monsieur Germain. Nous avons tout raconté depuis le début. Les bruits étranges dans la cave, la confession de Madame Marie-Claire, la menace de Monsieur Aristide, la chemise avec du sang. Monsieur Germain écoutait tout en silence, prenant des notes dans un petit carnet, posant des questions ponctuelles. Quand nous avons fini de raconter, il est resté pensif un moment. Il a dit que la situation était compliquée. La confession de Madame Marie-Claire avait été faite sous l'emprise de l'alcool, à des domestiques, sans témoin officiel. La chemise était une bonne preuve, mais seule, elle n'était pas suffisante pour condamner. Il fallait le corps, il fallait des preuves plus concrètes. Mais il a dit aussi qu'il connaissait Monsieur Aristide de nom, savait que c'était un homme puissant, influent. Il a dit que si nous dénoncions de façon normale, probablement rien ne se passerait. Monsieur Aristide engagerait les meilleurs avocats, utiliserait toute son influence, ferait disparaître le dossier. Nous avions besoin d'une stratégie différente. Monsieur Germain a dit qu'il avait encore quelques contacts dans la police, des gens de confiance qui ne se vendaient pas. Il a dit qu'il leur parlerait, verrait ce qui pourrait être fait, comment pourrait être menée une enquête sans alerter Monsieur Aristide trop tôt. Mais il a prévenu que cela prendrait du temps, que nous devions être patients, que nous ne devions rien faire de précipité. Entre-temps, nous devions continuer à nous protéger. Il a conseillé à Thérèse de ne surtout pas retourner dans cette maison. Il m'a conseillé de faire de même. Il a dit que nous devions éviter de sortir seuls, toujours être accompagnés, faire attention si nous étions suivis. Monsieur Aristide était dangereux et pouvait tenter quelque chose. J'ai demandé au sujet de Patricia si elle était en danger en vivant dans cette maison. Monsieur Germain a dit que son père ne lui ferait probablement rien, du moins pas pour le moment, car cela attirerait trop l'attention. Mais qu'elle devait être prudente, ne pas montrer qu'elle savait quoi que ce soit, agir aussi normalement que possible. Des semaines ont passé. J'avais trouvé un autre emploi dans une maison beaucoup plus simple, gagnant moins, mais au moins je travaillais. Thérèse avait également trouvé un autre travail. Nous nous voyions de temps en temps, échangions des informations, attendions des nouvelles de Monsieur Germain. Patricia continuait à venir chez moi dès qu'elle le pouvait. Elle disait qu'il était chaque jour plus difficile de feindre la normalité, qu'elle avait envie de crier la vérité au visage de son père, de le confronter, de faire justice. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas, qu'elle devait attendre le bon moment. Elle m'a raconté que sa mère allait de plus en plus mal, internée dans une clinique de réadaptation pour traiter son alcoolisme. Monsieur Aristide l'avait fait interner, disait que c'était pour son bien, mais Patricia soupçonnait que c'était pour la tenir éloignée, loin de quiconque pourrait la faire parler. Olivier avait quitté la maison. Il n'avait plus supporté son père, les exigences, les critiques, la violence. Il avait loué un studio et vivait seul, travaillant et étudiant, se débrouillant comme il pouvait. Patricia a dit qu'elle ferait de même dès qu'elle aurait 18 ans, qu'elle quitterait cette maison et n'y reviendrait jamais. En mars 1984, presque 3 mois après notre première conversation avec Monsieur Germain,
Il est finalement apparu avec des nouvelles. Il a dit qu'il avait parlé à des gens de confiance, qu'il avait un plan, mais qu'il avait besoin de notre entière collaboration. Le plan était le suivant. La police demanderait un mandat de perquisition pour la maison des Villela, alléguant une dénonciation anonyme concernant des irrégularités fiscales de l'entreprise. C'était une excuse pour entrer légalement dans la maison et tout fouiller, y compris la cave. S'ils trouvèrent le corps, ils auraient des preuves concrètes. Avec le corps et la chemise, ils auraient assez pour arrêter M. Aristide. Mais il y avait un risque. S'ils ne trouvaient rien, si M. Aristide s'était débarrassé du corps, l'avait déplacé, nous n'aurions rien. Pire, ils sauraient que quelqu'un enquêtait, serait en alerte, se protégerait encore plus. Nous avons décidé de risquer. Nous n'avions pas d'autre option. C'était ça ou laisser l'assassin libre pour toujours. Le mandat a été exécuté un mardi matin, très tôt. Monsieur Germain m'a appelé pour me prévenir, m'a dit de rester tranquille, qu'il y avait des gens de confiance qui menaient l'opération. Je suis restée toute la journée à la maison, nerveuse, faisant les 100 pas, incapable de faire quoi que ce soit. Patricia m'a aussi appelée, terrifiée. Elle a dit que la police était arrivée tôt, avait réveillé tout le monde, avait dit qu'ils avaient un mandat pour fouiller la maison. Monsieur Aristide était indigné, criant que c'était absurde, qu'il était un citoyen respectable, qu'il poursuivrait tout le monde en justice. Mais il n'avait pas pu empêcher, avait dû laisser la police entrer. Elle a dit qu'elle était cachée dans sa chambre, qu'elle avait entendu les policiers dire qu'ils allaient fouiller la cave. Son père avait essayé d'empêcher, disant qu'il n'y avait rien là-bas, que c'était juste un dépôt de vieilles choses. Mais les policiers avaient insisté, avaient demandé la clé du cadenas. Monsieur Aristide avait tardé à la remettre, essayant de gagner du temps, mais finalement il n'avait pas eu le choix. Patricia entendait des bruits venant de la cave, des voix, des pas, des choses qu'on déplaçait. Elle a dit que son cœur battait si fort qu'il semblait qu'il allait sortir par sa bouche. Nous sommes restés au téléphone ensemble pendant plus d'1 heure, elle cachée dans sa chambre, moi dans ma maison, attendant. C'est alors qu'elle a crié. Elle a dit qu'elle avait entendu des voix s'élever, que les policiers criaient, qu'ils avaient trouvé quelque chose, qu'ils avaient trouvé des restes humains. Monsieur Aristide avait commencé à crier aussi, disant qu'il ne savait rien, qu'il n'avait aucune idée de comment cela était arrivé là, que quelqu'un avait mis cela là pour l'incriminer. Mais ça n'a servi à rien. Les policiers lui avaient lu ses droits, l'avaient menotté, l'emmenaient. Patricia pleurait au téléphone, soulagée, effrayée, confuse, tout à la fois. Son père, l'homme qu'elle admirait, l'homme d'affaires respecté, était emmené menotté, accusé de meurtre. J'ai raccroché le téléphone et me suis effondrée. Ça avait fonctionné. Ils avaient trouvé le corps. Monsieur Aristide était arrêté. Enfin, il y aurait justice pour Thierry, pour Madame Florence, pour tous ceux qui avaient souffert de ce mensonge. Dans les jours qui ont suivi, l'histoire a explosé. Il n'y avait pas moyen d'éviter, même sans reportage à la télévision, le bouche à oreille a parcouru la ville. Un homme d'affaires riche arrêté pour le meurtre de son associé, corps enterré dans la cave de sa propre maison. Tout le monde commentait, tout le monde était choqué. Comment était-ce possible? Un homme si respecté, si bien vu, était un meurtrier? Madame Florence a enfin pu enterrer son mari. Le corps était très détérioré, mais l'expertise a confirmé que c'était bien Thierry. La cause de la mort a été confirmée comme un traumatisme crânien, compatible avec ce que Madame Marie-Claire avait raconté. La chemise a également été analysée. Le sang correspondait à l'ADN de Thierry. Monsieur Aristide a été jugé et condamné. Il a essayé d'utiliser toute son influence, tout son argent, les meilleurs avocats. Mais les preuves étaient trop fortes. Le corps, la chemise, le témoignage de Madame Marie-Claire qui finalement, dans la clinique, libre de l'influence de son mari, avait tout confirmé. Il a pris 30 ans de prison. Madame Marie-Claire n'a pas été arrêtée. Les avocats ont plaidé qu'elle avait été contrainte, qu'elle avait peur de son mari, qu'elle vivait sous menace constante. Elle a été considérée comme une victime aussi, obligée de garder ce terrible secret pendant 5 ans. Elle est restée à la clinique quelques mois de plus, traitant son alcoolisme et sa dépression. Quand elle est sortie, elle a vendu la maison. Elle ne pouvait plus y mettre les pieds en sachant ce qu'elle savait. Elle a vendu l'entreprise aussi, a partagé tout avec Olivier et Patricia,
et a déménagé dans une autre ville pour recommencer à zéro. Olivier et Patricia ont été dévastés. Découvrir que leur père était un meurtrier, que toute la famille était construite sur un mensonge, c'était dévastateur. Les deux ont eu besoin de beaucoup de thérapie pour faire face à cela. Mais peu à peu, ils se sont reconstruits, ont continué leur vie. Patricia m'a cherché quelquefois après tout cela. Elle a dit qu'elle ne pourrait jamais assez me remercier pour ce que j'avais fait, que sans moi, ce secret serait resté enterré pour toujours, avec le corps de Thierry. Elle a dit que j'avais donné une voix à celui qui n'en avait plus, que j'avais fait justice quand personne d'autre ne pouvait le faire. Je lui ai dit que j'avais seulement fait ce qui était juste, que je n'aurais pas pu me taire en sachant ce que je savais. Que oui, j'avais risqué ma vie, ma famille, mon emploi. Mais que certaines choses sont plus importantes que la sécurité, sont plus importantes que l'argent. La justice en est une. Thérèse a aussi été très secouée par tout cela. Elle avait travaillé dans cette maison pendant plus de 20 ans, avait vu ses enfants grandir, avait considéré cette famille presque comme la sienne. Découvrir que l'homme qu'elle servait tous les jours était un assassin, qu'elle avait vécu avec ce mensonge pendant si longtemps, ce fut un choc immense. Mais elle ne regrettait pas non plus d'avoir aidé. Elle a dit que si c'était à refaire, elle le referait. Parce que ce qui est juste, peu importe ce qu'il en coûte. Quant à moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour traiter tout ce qui était arrivé. J'avais des cauchemars fréquents, je voyais cette maison, cette cave, ce cadenas. Je voyais Monsieur Aristide me menaçant, je voyais le visage désespéré de Madame Marie-Claire. Il m'a fallu des années pour pouvoir dormir en paix à nouveau. Mais je n'ai jamais regretté. J'ai sauvé la vérité d'être enterrée pour toujours. J'ai rendu justice à un homme qui avait été lâchement assassiné. J'ai aidé une veuve à enfin avoir des réponses, à pouvoir enterrer son mari, à pouvoir aller de l'avant. J'ai continué à travailler comme femme de ménage pendant encore de nombreuses années. Je suis passée par plusieurs maisons, j'ai connu plusieurs familles, et j'ai appris une chose, tout le monde a des secrets. Chaque maison cache quelque chose. Mais tous les secrets ne sont pas aussi sombres, aussi cruels, aussi destructeurs que celui-là. J'ai aussi appris que nous, les employés de maison, sommes invisibles pour beaucoup de gens. Mais nous sommes là, voyant tout, entendant tout, sachant des choses que personne d'autre ne sait. Et quand nous voyons quelque chose de mal, quelque chose qui doit être dénoncé, nous avons l'obligation morale de parler, même si cela nous coûte notre emploi, même si cela nous met en danger. Parce que si nous nous taisons, si nous faisons semblant de n'avoir rien vu, nous devenons complices. Et je ne voulais pas être complice d'un meurtre. Je ne voulais pas vivre en sachant que j'avais laissé un homme mort sans justice, une veuve sans réponse, un assassin libre. Sébastien m'a toujours soutenu. Il n'a jamais protesté contre l'argent que nous avions perdu quand j'ai quitté cette maison, ne m'a jamais blâmé pour les risques que nous avions courus. Il a dit qu'il était fier de moi, que j'avais fait ce qui était juste, que j'avais été courageuse. Son soutien a été fondamental pour que je puisse aller de l'avant. Aimée a grandi en entendant cette histoire. Quand elle a été plus âgée, je lui ai tout raconté, chaque détail. Je voulais qu'elle sache que sa mère ne s'était pas tue face à l'injustice, qu'elle avait tout risqué pour faire ce qui était juste. Je voulais qu'elle apprenne cette leçon, qu'elle la porte dans la vie. Faire ce qui est juste n'est pas toujours facile, pas toujours sûr, mais c'est toujours nécessaire. Aujourd'hui, à 69 ans, je regarde en arrière et je vois cette période comme un tournant dans ma vie. Avant cela, j'étais juste une femme de ménage. Je faisais mon travail, je recevais mon salaire, je rentrais à la maison et je répétais tout le lendemain. Je ne pensais pas beaucoup à la justice, au bien et au mal, à mon rôle dans le monde. Mais après cela, je n'ai plus jamais été la même. J'ai compris que tout le monde a un rôle à jouer, même les plus humbles, même les plus invisibles. J'ai compris que nous pouvons faire la différence, que nous pouvons changer les choses, que nous pouvons apporter la justice là où elle semblait impossible. J'ai aussi compris que les apparences sont trompeuses. Cette famille parfaite, cette maison impeccable, cet homme respectable, tout était une façade. Derrière toute cette perfection, il y avait de la pourriture, du crime, de l'horreur. Et si j'étais restée à la surface, à ce qui semblait être, je n'aurais jamais découvert la vérité.
J'ai appris à regarder plus profondément, à faire attention aux détails, à ne pas accepter les choses telles qu'elles semblent être. J'ai appris à faire confiance à mes instincts, à ce malaise que j'ai ressenti dès le début, à cette sensation que quelque chose n'allait pas, même quand je ne pouvais pas identifier ce que c'était. Et j'ai appris, par-dessus tout, qu'on ne peut pas se taire face au mal. On ne peut pas faire semblant de ne pas avoir vu, de ne pas avoir entendu, de ne pas savoir. Parce que quand on fait ça, quand on choisit le silence, on devient partie du problème, on devient complice de l'injustice. Je sais que j'ai eu de la chance. La chance d'avoir obtenu des preuves, la chance d'avoir trouvé des personnes honnêtes qui ont aidé, la chance de ne pas avoir été tuée par M. Aristide avant que tout n'éclate au grand jour. Beaucoup de personnes qui essaient de dénoncer des gens puissants n'ont pas cette chance. Elles sont réduites au silence, elles sont détruites, elles sont éliminées. Mais même en connaissant les risques, même en sachant que ça aurait pu mal tourner, je referai tout à nouveau. Parce que Thierry méritait justice. Madame Florence méritait des réponses. Et je méritais de pouvoir me regarder dans le miroir et savoir que j'avais fait ce qui était juste. Aujourd'hui, quand je vois des nouvelles d'employés de maison qui sont témoins de crimes, qui connaissent des secrets, qui ont des informations importantes, je pense toujours, parle, dénonce, ne reste pas silencieuse. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est effrayant, je sais que tu peux perdre ton emploi, subir des représailles, être menacé. Mais certaines choses sont plus importantes que notre sécurité individuelle. La justice en est une. L'histoire de Thierry est devenue une sorte de légende ici, à Brazzaville. Les gens la racontent encore, ajoutent des détails, changent des choses. C'est devenu cette histoire où tout le monde connaît quelqu'un qui était impliqué. Et au centre de toute cette histoire apparaît toujours la figure de la femme de ménage qui n'est pas restée silencieuse, qui a tout risqué, qui a fait éclater la vérité. Beaucoup de gens m'ont cherché au fil des années, voulant entendre l'histoire de ma propre bouche. Je la racontais toujours, parce que je pensais qu'il était important que les gens sachent. Important qu'ils comprennent que la justice ne vient pas seulement des puissants, des avocats, des juges. Elle vient aussi des humbles, des témoins, de ceux qui ont le courage de parler. Certains m'ont critiqué. Ils ont dit que je m'étais mêlée de ce qui ne me regardait pas, que j'avais détruit une famille, que j'avais traîné dans la boue la réputation d'un homme respecté. Mais ces personnes ne comprenaient pas. Je n'ai rien détruit. Celui qui a détruit, c'est M. Aristide quand il a tué Thierry. Celui qui a détruit, c'est lui quand il a décidé d'enterrer le corps dans la cave et de vivre un mensonge pendant 5 ans. J'ai seulement mis en lumière ce qui était déjà pourri, ce qui était déjà détruit. Madame Florence ne s'est jamais remariée. Elle disait que Thierry était l'amour de sa vie, que même mort, il continuait de l'être. Mais au moins maintenant, elle avait la paix. Elle savait où il était, elle savait ce qui était arrivé, elle avait pu l'enterrer correctement, elle avait pu faire son deuil. Ce n'était pas peu, c'était tout. Elle m'a cherché quelquefois au fil des années, juste pour parler, pour me remercier. Nous sommes devenus amis, de cette façon dont les personnes qui ont vécu quelque chose d'intense ensemble le deviennent. Nous ne nous voyons pas fréquemment, mais quand nous nous voyions, il y avait une connexion spéciale, une compréhension mutuelle de ce que nous avions vécu. Elle m'a raconté qu'après la mort de M. Aristide, il est mort en prison environ 10 ans plus tard, d'une crise cardiaque, elle a finalement pu pardonner. Non pas pardonner ce qu'il avait fait, mais pardonner dans le sens de lâcher cette colère, cette haine, cette rancœur qui la rongeait de l'intérieur. Elle a dit que garder tout cela ne faisait que lui faire du mal à elle-même, pas à lui qui était déjà mort. J'ai admiré sa sagesse. Moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir traiter tout cela sans colère. J'avais de la colère contre M. Aristide pour avoir tué Thierry, pour avoir menacé ma famille, pour nous avoir fait traverser tout cela. J'avais de la colère contre Madame Marie-Claire pour avoir été complice, pour ne pas avoir dénoncé dès le début. J'avais de la colère contre le système qui protège les riches et les puissants, qui rend si difficile pour des gens simples comme moi d'obtenir justice. Mais avec le temps, cette colère s'est apaisée. J'ai compris que porter la colère ne change rien, ne fait que me blesser. J'ai appris à me concentrer non pas sur ce qui a été mauvais, mais sur ce qui a été bon.
et il y a eu du bon dans toute cette histoire, croyez-le. Il y a eu le fait que j'ai découvert une force en moi que je ne savais pas avoir, un courage, une détermination, une volonté de faire ce qui est juste, même si cela coûte cher. Cela a changé qui je suis, a fait de moi une personne meilleure, plus forte, plus intègre. Il y a eu le fait que j'ai noué des amitiés importantes. Thérèse est devenue une amie pour la vie. Patricia aussi, malgré toute la différence sociale entre nous. Madame Florence, qui est devenue une sorte de sœur que la vie m'a donnée. Ces connexions, ces amitiés forgées dans le feu de toute cette situation, sont précieuses. Et il y a eu le fait que justice a été rendue. Un assassin a été emprisonné. Un corps a été retrouvé et correctement enterré. Une veuve a eu des réponses. Ce n'est pas peu, en fait, c'est énorme. Au fil des années, travaillant dans différentes maisons, j'ai toujours été attentive. J'ai toujours fait attention aux signes, j'ai toujours écouté les conversations. J'ai toujours fait confiance à mes instincts quand quelque chose semblait anormal. Je n'ai plus jamais rien trouvé d'aussi grave que ce meurtre, Dieu merci. Mais j'ai trouvé d'autres choses qui devaient être dénoncées. J'ai vu des maris battre leurs femmes, et j'ai dénoncé. J'ai vu des patrons abuser de jeunes employés, et j'ai dénoncé. J'ai vu des enfants négligés, laissés affamés, sans soins, et j'ai dénoncé. J'ai appris que je ne peux pas sauver tout le monde, je ne peux pas résoudre tous les problèmes du monde, mais je peux faire ma part, je peux parler quand je vois quelque chose de mal, je peux ne pas rester silencieuse. Et c'est cela, mes chers, que je voudrais vous laisser comme message à vous qui m'écoutez maintenant. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre position dans la vie, peu importe si vous êtes riche ou pauvre, si vous avez fait des études ou non, vous avez une voix. Vous avez du pouvoir. Vous pouvez faire la différence. Quand vous voyez quelque chose de mal, quelque chose qui vous gêne, quelque chose qui va à l'encontre de ce qui est juste, ne restez pas silencieux. Parlez. Dénoncez. Cherchez de l'aide. Cherchez des gens qui peuvent faire quelque chose. Ne laissez pas la peur vous paralyser, ne laissez pas les menaces vous réduire au silence. Je sais qu'il est facile de parler et difficile de faire. Je sais que quand vous êtes là, dans la situation, avec la peur de perdre votre emploi, avec la peur d'être tué, avec la peur de nuire à votre famille, c'est beaucoup plus compliqué que cela ne paraît de l'extérieur. Mais j'ai vécu cela. J'ai ressenti toute cette peur. J'ai dû faire ces choix impossibles. Et je suis ici aujourd'hui, vivante, entière, en paix avec moi-même, parce que j'ai choisi de faire ce qui était juste même quand c'était la chose la plus difficile au monde. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec Aimée quand elle avait environ 15 ans. Elle m'a demandé si je n'avais pas de regrets, si je ne pensais pas que cela aurait pu être différent, que j'aurais pu simplement démissionner de cette maison sans rien dire, sans m'en mêler, sans mettre notre famille en danger. Elle a dit que peut-être que Thierry serait resté enterré là, mais nous aurions été en sécurité, j'aurais encore ce bon emploi, notre vie aurait été plus facile. J'ai regardé ma fille, et j'ai dit une chose que je n'ai jamais oubliée, et j'espère qu'elle ne l'oubliera jamais non plus. Nous ne sommes pas dans ce monde seulement pour survivre, pour passer dans la vie sans faire de vagues, sans déranger personne, sans nous en mêler. Nous sommes ici pour faire la différence, pour laisser le monde un peu meilleur que nous l'avons trouvé, pour être la voix de ceux qui n'en ont pas. Et parfois cela coûte cher, cela coûte très cher. Mais le prix de ne rien faire est encore plus élevé, car ce prix, nous le payons avec notre propre conscience, et il n'y a pas d'argent qui puisse payer cela. Aimée a compris. Elle a grandi en comprenant. Aujourd'hui, elle est enseignante. Elle travaille avec des enfants de communautés pauvres. Elle enseigne non seulement les matières scolaires, mais aussi les valeurs, l'éthique, le courage. Je dis toujours qu'elle est ma plus grande fierté, non pas parce qu'elle a un diplôme ou une bonne profession, mais parce qu'elle a appris cette leçon de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Elle m'a raconté une fois qu'elle avait vécu une situation à l'école où elle travaille. Elle a vu un collègue professeur maltraiter verbalement les élèves, les humiliant, détruisant l'estime de soi de petits enfants. La plupart des autres enseignants voyaient, mais faisaient semblant de ne pas voir, de peur de s'en mêler, de créer des problèmes, d'être mal vus par la direction. Mais pas Aimée. Elle a dénoncé, a parlé avec les parents, est allée jusqu'à la direction, a fait du bruit. Le professeur a été écarté,
Les enfants ont été protégés. Et elle m'a dit qu'à ce moment-là, elle a pensé à moi, a pensé à l'histoire que j'ai vécue, et a su qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse. Cela m'a rempli le cœur. Savoir que mon histoire, mon courage, ou peut-être ma folie comme certains le disaient, avait inspiré ma fille à faire ce qui est juste aussi. Cela valait chaque nuit de sommeil perdu, chaque cauchemar, chaque moment de peur que j'ai traversé. Sébastien est décédé il y a 3 ans. Cancer, découvert trop tard, il n'y avait rien à faire. Ce fut une immense douleur de perdre le compagnon de tant d'années, l'homme qui était à mes côtés dans tous les moments difficiles, qui m'a soutenu quand j'ai tout risqué, qui ne m'a jamais rien reproché. Dans ces derniers jours, quand il était déjà très faible, tenant ma main dans le lit d'hôpital, il a dit qu'il était fier de la vie que nous avions construite ensemble. Il a dit que j'avais été la femme la plus courageuse qu'il ait connue, qu'il m'aimait exactement pour cela, parce que je ne me pliais pas devant l'injustice, je n'acceptais pas le mal juste parce que c'était plus facile. J'ai beaucoup pleuré quand il est parti, mais j'ai aussi ressenti de la gratitude. Gratitude d'avoir eu un compagnon comme lui, qui m'a valorisé, qui m'a respecté, qui a compris que faire ce qui est juste coûte parfois cher, mais en vaut toujours la peine. Aujourd'hui, je vis seule dans une petite maison ici, à Brazzaville. Aimée vit près d'ici, elle vient me voir chaque semaine. Parfois, elle amène mes petits-enfants passer le week-end avec moi. J'ai 3 beaux petits-enfants qui sont la joie de ma vie. Je leur raconte des histoires de mon enfance, des difficultés que j'ai traversées, des maisons où j'ai travaillé. Et quand ils seront plus grands, je leur raconterai aussi l'histoire de Thierry, l'histoire de comment une simple femme de ménage a réussi à faire justice contre un homme riche et puissant. Parce que cette histoire doit être racontée. Elle doit être transmise. Elle doit inspirer d'autres personnes à ne pas rester silencieuses non plus, à avoir aussi du courage, à faire aussi ce qui est juste. Je sais que beaucoup de gens qui m'écoutent maintenant sont femmes de ménage comme je l'ai été, ou travaillent dans des services humbles, ou sont des gens simples qui souvent se sentent invisibles, sans pouvoir, sans voix. Et je veux vous dire, vous avez du pouvoir, oui. Vous avez une voix, oui. Vous pouvez faire la différence, oui. Quand vous entrez dans les maisons où vous travaillez, vous voyez des choses que personne d'autre ne voit. Vous entendez des choses que personne d'autre n'entend. Vous connaissez des secrets, des problèmes, des situations qui restent cachées du reste du monde. Et c'est une responsabilité, c'est un poids, mais c'est aussi une opportunité. Opportunité d'être un instrument de justice, de protection, de changement. Opportunité de sauver quelqu'un qui a besoin d'être sauvé, de dénoncer quelque chose qui doit être dénoncé, d'apporter la lumière là où il n'y a que l'obscurité. Je ne dis pas que c'est facile. Ça n'a jamais été facile pour moi. J'ai eu peur, j'ai eu des doutes, j'ai eu des moments où je voulais tout abandonner. Mais à la fin, la satisfaction d'avoir fait ce qui était juste, d'avoir obtenu justice, d'avoir aidé, a dépassé toute la peur, toute la difficulté. Et une autre chose importante que j'ai apprise, on n'a pas besoin de tout faire seul. J'ai eu Thérèse à mes côtés, j'ai eu Patricia, j'ai eu Monsieur Germain, j'ai eu Madame Florence, chacun avec son rôle, chacun contribuant à sa façon. Et ensemble, nous avons réussi ce qui aurait été impossible seul. Donc, si vous traversez une situation difficile, si vous voyez quelque chose de mal et ne savez pas quoi faire, cherchez de l'aide. Cherchez des personnes de confiance, des personnes qui peuvent soutenir, qui peuvent orienter, qui peuvent agir avec vous. N'affrontez pas seul. Ne portez pas ce poids seul. Et si vous ne traversez rien de tel, si votre vie est tranquille, soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant et soyez attentif pour aider ceux qui en ont besoin. Soyez la personne qui soutient, qui accueille, qui aide dans les moments difficiles. Soyez comme Monsieur Germain qui nous a aidés, même en étant retraité, même sans en avoir l'obligation. Soyez comme Madame Florence qui a eu le courage de chercher la vérité, même si elle était douloureuse. Soyez le réseau de soutien dont tout le monde a besoin à un moment de sa vie. Aujourd'hui, en regardant en arrière, toutes ces années qui se sont écoulées depuis ce jour où j'ai entendu les bruits dans la cave, depuis ce moment qui a changé ma vie pour toujours, je ressens la paix de celle qui a fait ce qu'elle devait faire,
la paix de celle qui n'est pas restée silencieuse face à l'injustice, la paix de celle qui peut se regarder dans le miroir et aimer la personne qu'elle voit. Oui, j'ai traversé des moments terribles. Oui, j'ai eu peur de mourir, peur que ma famille soit blessée, peur de tout perdre. Oui, j'ai eu des nuits sans sommeil, des cauchemars, des crises de panique. Mais j'ai aussi eu la satisfaction de voir un assassin emprisonné, un corps correctement enterré, une veuve ayant des réponses, une famille pouvant enfin faire son deuil. J'ai eu la satisfaction de regarder ma fille et de savoir que je lui ai donné un bon exemple, que je lui ai enseigné non seulement avec des mots, mais avec des actions ce que signifie avoir du caractère, du courage, de l'intégrité. J'ai eu la satisfaction de savoir que mon histoire a inspiré d'autres personnes, qu'elle a peut-être aidé quelqu'un à avoir aussi le courage de dénoncer, de parler, de ne pas rester silencieux. Et cela, mes chers, cela vaut plus que tout l'argent du monde. Vaut plus que ce bon emploi que j'ai perdu, vaut plus que la sécurité que j'ai risquée, vaut plus que tout. Donc, s'il y a quelque chose que je veux vous laisser aujourd'hui, c'est ceci. Faites ce qui est juste, toujours. Même quand c'est difficile, même quand c'est dangereux, même quand il semble qu'il n'y a pas d'issue. Faites ce qui est juste. Ne restez pas silencieux face à l'injustice. Ne fermez pas les yeux sur la souffrance des autres. N'acceptez pas le mal juste parce que c'est plus facile, plus sûr, plus commode. Ayez du courage, ayez la foi, ayez l'espoir que le bien peut vaincre le mal, que la justice peut être rendue, qu'une personne simple peut faire la différence dans le monde. Parce qu'elle le peut. Je l'ai fait. Et si j'ai réussi, étant une simple femme de ménage, sans éducation, sans argent, sans pouvoir, n'importe qui peut le faire. N'importe qui a du courage, qui a de la détermination, qui a ce feu dans la poitrine, qui n'accepte pas l'injustice. Je vous remercie du fond du cœur, vous tous qui m'avez écouté jusqu'ici. Je sais que c'était une histoire lourde, difficile, douloureuse à bien des moments. Mais c'était une histoire qui devait être racontée. Une histoire qui doit être rappelée. Une histoire qui doit inspirer. Et si vous traversez quelque chose de similaire, si vous voyez quelque chose que vous ne devriez pas voir, si vous savez quelque chose que vous ne devriez pas savoir, laissez-moi vous dire une chose. Vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui vous soutiendront, qui vous aideront, qui seront à vos côtés. Vous avez juste besoin d'avoir le courage de faire le premier pas, d'ouvrir la bouche, de parler. Et si vous avez peur, et vous aurez peur, souvenez-vous de moi. Souvenez-vous que j'ai aussi eu peur, très peur. Mais j'ai parlé quand même. Souvenez-vous que cela en valait la peine, que faire ce qui est juste en vaut toujours la peine. Souvenez-vous que vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez, plus courageux que vous ne le pensez, plus capable que vous ne le croyez. Ne laissez pas la peur vous réduire au silence. Ne laissez pas les menaces vous paralyser. Ne laissez pas l'injustice gagner. Parce que si nous ne faisons rien, si nous restons silencieux, le mal gagne. Et nous ne pouvons pas laisser le mal gagner. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous d'où vous me regardez. J'adore savoir que ma voix arrive loin, que mon histoire touche des personnes dans différents endroits. Et si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez ce pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à partager ces souvenirs que je garde depuis si longtemps. Merci de m'avoir écouté, mes chers. Merci d'avoir partagé ce morceau de ma vie avec moi. Merci de vous soucier de cette histoire de justice, de courage, d'une femme de ménage qui n'est pas restée silencieuse. Que Dieu bénisse chacun de vous. Qu'il vous donne du courage quand vous en aurez besoin. Qu'il vous donne la sagesse pour savoir quoi faire. Qu'il vous donne la force de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Un gros bisou de cette vieille dame ici, et à la prochaine histoire.